Dans cette séquence, nous allons aborder la relation entre la variation génétique et la santé, c'est-à-dire que nous allons montrer les relations qui s'établissent entre le patrimoine génétique et la santé. On peut rappeler pour commencer qu'il existe différents types de maladies. Certaines maladies dépendent du patrimoine génétique. C'est le cas par exemple de la drépanocytose, de la myopathie ou de la mucoviscidose que l'on a abordé dans une séquence précédente. D'autres pathologies, comme le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires, dépendent de nombreux facteurs. Un fond génétique et un mode de vie. Cet ensemble rend plus ou moins probable l'apparition d'une maladie. Nous allons commencer par aborder l'exemple de l'infarctus du myocarde. Qu'est-ce que l'infarctus du myocarde ? L'infarctus du myocarde est déclenché par un arrêt brutal de la contraction du muscle cardiaque que l'on appelle le myocarde. Dans ce cas, comment expliquer l'arrêt de la contraction du muscle cardiaque ? Grâce à une technique appropriée, on peut visualiser les caractéristiques de l'irrigation du muscle cardiaque par les artères et les veines coronaires qui approvisionnent le muscle cardiaque en dioxygène et nutriments nécessaires à sa contraction. On peut donc proposer l'hypothèse que dans le cadre d'un infarctus du myocarde, le muscle cardiaque n'est plus approvisionné convenablement en sang, c'est-à-dire en dioxygène et nutriments, car les artères coronaires sont bouchées. La comparaison de coupe d'artères d'un individu sain, ici à gauche, et d'un individu victime d'un infarctus à droite, met en évidence l'existence d'une plaque d'athérome qui se développe dans le cadre d'une pathologie associée à l'infarctus et que l'on nomme l'athérosclérose. Lorsque la plaque d'athérome grossit, elle occupe un espace de plus en plus important à l'intérieur de la lumière de l'artère, là où le sang est censé s'écouler. La plaque d'athérome est un ensemble composite correspondant à un agrégat de cholestérol, de cellules immunitaires responsables d'une inflammation au niveau de la plaque d'athérome, ainsi qu'une calcification qui rigidifie la paroi artérielle et peut être à l'origine de sa rupture. La plaque d'athérome joue donc un rôle d'obstruction de l'artère et d'obstacle à la circulation du sang. La formation de la plaque d'athérome est un mécanisme complexe. Elle dépend à la fois du patrimoine génétique des individus qui peut prédisposer à cette pathologie, mais aussi, et de manière très importante, des habitudes de vie. Un manque d'activité physique, une alimentation déséquilibrée, la consommation de tabac et d'alcool augmente très sévèrement, surtout chez les personnes prédisposées, la probabilité de développer une athérosclérose sévère. On connaît d'ailleurs des cas d'infarctus liés à l'obstruction de certaines artères qui n'existent que chez les fumeurs. Pour limiter les effets de l'athérosclérose, il est possible de procéder à la pose de stents pour maintenir ouvertes les artères obstruées. À l'aide d'un cathéter guidé par voie artérielle jusqu'à la zone à soigner, on amène un ballonnet qui va maintenir ouverte l'artère, puis on va y mettre en place un stent qui va ainsi permettre de maintenir la circulation du sang là où il y avait un risque élevé d'obstruction totale, donc d'infarctus. Nous pouvons aborder une étude épidémiologique de l'infarctus du myocarde. L'épidémiologie étudie la survenue, la répartition et les déterminants des états de santé ou des maladies. On distingue trois branches majeures d'études épidémiologiques. L'épidémiologie descriptive étudie la fréquence des problèmes de santé dans une population. Elle s'appuie sur des indicateurs de santé. L'épidémiologie analytique étudie le rôle des facteurs de risque susceptibles d'influencer les états de santé et les maladies. Enfin, l'épidémiologie évaluative étudie les effets des interventions préventives ou curatives dans le domaine de la santé. On peut présenter quelques éléments qui peuvent faire partie d'une étude épidémiologique. Ce document présente les caractéristiques de la population étudiée. Le premier critère qui est pris en compte dans cette étude de l'infarctus du myocarde correspond au sexe des individus pris en compte dans cette étude de cohorte. On peut noter que l'effectif total pris en compte dans cette étude épidémiologique est de 322 523 patients. Le deuxième critère pris en compte concerne le type d'infarctus. On va en effet y distinguer des infarctus avec obstruction importante des coronaires et des infarctus avec obstruction faible des coronaires. On détermine les effectifs de chaque groupe, par exemple ici dans cette cohorte de 322 523 individus. On peut remarquer qu'il y a 7 155 hommes qui sont victimes d'un infarctus avec obstruction faible des coronaires. On
peut aussi structurer l'étude épidémiologique en fonction de tranches d'âge au sein desquelles on va répertorier les hommes et les femmes victimes d'infarctus avec obstruction coronarienne élevée, MICAD, ou faible, MINOCA. L'étude peut aussi être structurée sur la base de l'origine ethnique des individus. On peut prendre l'exemple de la population noire affectée par un infarctus du myocarde. Au sein de cette population, on peut s'intéresser aux hommes, et en particulier à ceux qui ont été victimes d'un infarctus du myocarde avec obstruction coronarienne faible. Leur effectif est de 1621. Nous allons aborder dans un deuxième temps la relation entre l'altération du génome et la cancérisation. Les tumeurs cancéreuses peuvent être détectées grâce à différentes techniques d'imagerie médicale. Sur cette radiographie, on peut apercevoir une tumeur osseuse qui se manifeste par un aspect différent. De la même manière, sur cette radiographie de poumon, on peut distinguer l'existence d'un nodule cancéreux. On procède de la même manière sur cette mammographie. La tomographie par émission de positons, plus connue sous le nom de TEP scanner ou PET scan, est une technique qui permet de repérer des métastases dans le cadre d'un cancer généralisé. Sans entrer dans le détail de cette technique, on peut signaler qu'elle met en évidence les organes dans lesquels il y a un afflux important de dioxygène et de nutriments utilisés par les cellules cancéreuses qui se développent de manière importante. On peut évoquer sur ces schémas les étapes de la formation d'un cancer. Au départ, les cellules vont subir une ou plusieurs mutations génétiques qui peuvent être spontanées ou provoquées par un agent mutagène extérieur, les UV, la radioactivité ou certains produits chimiques par exemple. Les cellules vont alors subir une multiplication anormale qui va finir par envahir le tissu de manière incontrôlée. Il s'agit donc de la formation d'une tumeur cancéreuse maligne. Si le cancer in situ n'est pas diagnostiqué et que la tumeur n'est pas éliminée par ablation ou exérèse, alors les cellules continuent de se développer de manière anarchique et finissent par envahir les tissus avoisinants jusqu'à ce que certaines cellules cancéreuses se retrouvent dans la circulation sanguine et vont coloniser d'autres territoires. On passe alors d'un cancer localisé à un cancer généralisé avec métastase. On distingue donc des tumeurs primaires et des tumeurs secondaires. Il existe des facteurs de prédisposition à certains cancers. L'exemple le plus courant est celui du cancer du sein. On sait que dans la population générale, le risque de cancer du sein augmente avec l'âge, mais les femmes qui sont porteuses des mutations BRCA1 ou BRCA2 ont un risque beaucoup plus important de développer un cancer du sein, et aussi de façon beaucoup plus précoce. C'est la raison pour laquelle on préconise un test génétique chez les femmes à risque qui font partie d'une famille dans laquelle existent des cas de cancer du sein, afin de savoir si elles possèdent l'une des versions à risque du gène, en l'occurrence les allèles BRCA1 ou BRCA2. Dans cette dernière partie, nous allons aborder la relation entre les mutations génétiques, les infections bactériennes et la santé. Certaines bactéries sont responsables d'infections dont certaines sont potentiellement graves, voire mortelles. On peut rappeler pour commencer quelques exemples de bactéries que l'on connaît bien. La bactérie Escherichia coli, qui peut être responsable par exemple de gastro-entérite associée à des complications pouvant devenir graves dans certaines situations. C'est la même problématique pour la salmonelle, qui peut causer des troubles alimentaires parfois graves lors d'une mauvaise conservation ou d'une rupture de la chaîne du froid. Les pneumocoques sont responsables de pneumonie et les méningocoques sont responsables de méningite. Il existe pour ces deux exemples une vaccination qui est recommandée. Le dernier exemple concerne les staphylocoques et en particulier le staphylocoque doré de son nom scientifique Staphylococcus aureus.
Ce dernier est responsable de pathologies graves que l'on contracte surtout à l'hôpital au cours d'opérations chirurgicales et que l'on nomme les infections nosocomiales. Elles sont très difficiles à soigner et parfois incurables, obligeant par exemple à l'amputation d'un membre. Cette situation grave est la conséquence d'une résistance croissante du staphylocoque doré aux différents antibiotiques que nous avons à notre disposition. Nous disposons en effet d'une batterie d'antibiotiques à même de soigner une diversité d'infections bactériennes. Le plus connu d'entre eux est très certainement la pénicilline. Couramment utilisée, il y a aussi l'amoxicilline acide clavulanique, la tétracycline et l'ampicilline par exemple. Pour étudier l'action des antibiotiques sur les bactéries, on va réaliser un antibiogramme. Un milieu gélosé nutritif adapté à la culture de bactéries est coulé dans une boîte de pétri, puis on va ensemencer une souche bactérienne donnée en la coulant sur le milieu gélosé. On dépose ensuite des disques imbibés chacun d'un antibiotique différent. L'objectif est de voir quel antibiotique est efficace pour lutter contre la bactérie que l'on étudie dans la culture. Voici le résultat de l'étude comparée de l'efficacité de 4 antibiotiques sur une culture de bactéries Vibrio cholerae à gauche, bactérie responsable du choléra, et de bactéries Micrococcus luteus à droite, une bactérie qui fait partie du microbiote cutané des mammifères. L'action des antibiotiques peut être repérée sur les antibiogrammes grâce aux plages de destruction bactérienne. La mesure de ces plages de lyse bactérienne, par exemple avec la mesure du diamètre et ou le calcul de la surface détruite, permet de comparer l'efficacité des antibiotiques sur chaque bactérie. On voit dans cet exemple que les antibiotiques n'ont pas tous la même efficacité sur une bactérie donnée. On voit aussi qu'un même antibiotique n'a pas la même efficacité sur 2 bactéries différentes. Ici, les antibiotiques sont plus efficaces sur la bactérie Micrococcus luteus que sur la bactérie Vibrio cholerae. Dans ces conditions, comment expliquer la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques ? Dans une population bactérienne donnée, des mutations génétiques ont lieu au hasard. Certaines mutations peuvent conférer une résistance à un antibiotique, donnant naissance à une population bactérienne résistante. L'utilisation d'un antibiotique va faire disparaître les populations sensibles, mais pas les populations naturellement résistantes. Dans un environnement sous forte pression antibiotique, par exemple en hôpital, seules les populations résistantes vont se développer, rendant la situation très critique.